Elle est sérieuse, elle est rigoureuse, elle sait se sacrifier. Elle est convaincante, elle est persuasive, ça... Elle respecte son homme. Oui, elle respecte. Elle communique beaucoup. Ouais. Elle ne met pas en jeu l'image de l'homme avec lequel elle est, même si il n'est pas parfait. Elle est toujours à l'écoute. La femme cache les défauts de l'homme. Tu vois? Derrière chaque roi se cache une femme, dit-on. N'est-ce pas? Donc, en arrivant au deuxième pouvoir de cette femme, qui est finalement qu'elle est une tisseuse de liens. Elle est une tisseuse de liens sociaux. Et quelqu'un qui tisse les liens sociaux fait des réseaux. Et quelqu'un qui fait des réseaux développe une conscience de groupe. Et ça, c'est le pouvoir des femmes. C'est ton pouvoir à toi. Mais il peut être trahi, il peut être dévoyé, il peut aller ailleurs, il peut être dans du commérage. Mais il peut aller dans le réseautage, de la mise en relation de l'un avec l'autre, de la prise de conscience du talent de l'un. Tu vois, tu te reconnais là-dedans. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que ça se fait au-delà des différences de peau, au-delà des différences de religion et de culture, au-delà même des distinctions de classe. Imagine qu'à l'époque de Ramsès II, par exemple, avec Néfertiti et toute cette compagnie, il avait été décidé que tous les premiers-nés soient tués. Mais que la servante, amie de la reine, c'était la mère de Moïse. Elle dit, bon écoute, tu vas venir un jour saint, tu vas mettre l'enfant un peu plus haut sur la rivière, et puis quand il passera, moi je le prends, on dira que c'est un miracle et on l'adoptera. Imagine, c'est des histoires comme ça qui ne soient jamais racontées, mais que ce soit des histoires de femmes qui ont sauvé la vie de certains hommes. Tu vois, mais qui ne sont pas rapportées. Pourquoi? Parce que, comme toi qui es dans le public, elles n'ont peut-être pas donné l'opportunité ou s'autorisé à venir parler. Tu vois? Donc ce pouvoir de mise en réseau qui a fait la richesse des hommes. Et je me rappelle de ma grand-mère paternelle qui était une jeune fille héritière, fille unique, et qui savait gérer les affaires. Et le jour où elle s'est mariée avec mon grand-père, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Farzad, ce jour-là, ça a été la fin de notre fortune. Ça a été la fin de la dynastie. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, c'est simple. Parce qu'ils voyaient des opportunités tout de suite, qui gagneraient tout de suite, mais ils ne voyaient pas la souffrance que ça causerait à certaines femmes, à certains enfants. Et ils ne voyaient pas la chose de manière pérenne, sur plusieurs générations. Elle avait cette vision. Tu vois? Donc, il y a une capacité de voir la façon dont on investit différemment. Et là, on en arrive à une autre date. Je ne vous fais pas l'historique dans l'ordre, hein. Mais on est au XXe siècle. On fait un bond dans le temps. Au XXe siècle, d'accord? Et dans ce XXe siècle-là, il y a plusieurs choses. C'est Freud qui dit l'infériorité sexuelle originelle. Il pose le concept au XXe siècle. C'est aussi l'histoire d'O, une femme esclave sexuelle. Et c'est l'histoire des droits du plaisir de la femme, qu'on va inviter dans une société de consommation à être une cible marketing qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans. Qui en fait de manière plus respectueuse sera appelée la FRDA. La femme... Comment tu dis? La femme responsable des affaires et des achats. C'était devenu une source de profit. Tu vois? À partir du moment où on a commencé à avoir des lave-linges, des lave-vaisselle, est-ce qu'il y a parmi vous certaines qui n'avaient pas de lave-linge, par exemple, pour laver la vaisselle? Vous, madame, vous avez connu ce temps-là? Non? De laver à la main, vous avez... Voilà. À l'époque, voilà, vous n'aviez pas ça. Mais quand c'est venu, tout ça, là, c'était un gros business, ça. Hein? Et c'est qui allait acheter ça? C'est vous. Donc, vous aviez ce pouvoir qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'acheter. D'accord?
Mais est-ce que vous êtes ça au fond? Est-ce que vous êtes ça au fond? Vous faites ça, vous le faites. Et quand vous le faites, très souvent, vous le faites pour la famille. Peut-être même pas pour vous personnellement. Voilà, tu vois, et c'est pour toute la famille. C'est des achats qui concernent toute la famille. Tu vois? Et ça, dans l'historique des droits de la femme, parfois on n'en parle pas. Parce que si tu prends conscience de ça, bah, tu vois très bien que ta façon de faire au quotidien, ben, elle peut changer tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit. La femme est la productrice. Durant les guerres, c'est les femmes qui faisaient les armes ou les balles des armes. Si elles avaient arrêté, les guerres se seraient arrêtées. Mais c'est parce qu'elles ont suivi certains. Et parce qu'elles n'ont pas pris la parole. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de parler, de prendre la parole et de le dire. Ensuite, quand il y a certains de vos enfants qui se chamaillent les uns contre les autres, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, vous faites la paix. Est-ce que vous donnez une arme à l'un pour tuer l'autre? Jamais. Jamais vous faites ça. Et pourtant, l'investisseur qui tient le capital et qui peut vendre des armes pour faire de l'argent, il le fera, sans vergogne. Mais la femme, très rarement, elle le fera. Ou elle ne le fera pas. Parce que dès qu'il y a conflit, pour elle, ce qui compte, c'est de garder la paix. Donc, elle est tisseuse de relations, elle est révélatrice des illusions, elle est gardienne de la paix. On a vu un autre des pouvoirs. Tu vois? Mais ça, on n'y pensait pas. Ça, on n'en parlait pas avant aujourd'hui. Tu vois? Instinctivement. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre durant toute cette histoire? 1920. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois qu'on a fait des concours de beauté. La première fois qu'on a fait des concours de beauté, on a dit, ben maintenant, sois belle et... sois belle et tais-toi. Ou alors parle, mais dans un cadre. D'accord? Et puis expose-toi comme ci, fais ceci, fais cela. Et tout ça est devenu un discours, tu vois, qui nous a amené à peut-être exploiter, et là c'est ce que je dis, les parts les plus basses de nous-mêmes. Tu sais, les parts qui provoquent la jalousie, les parts qui provoquent nos divisions, les parts qui provoquent en nous tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. D'accord? Et ça vient d'un mythe grec. C'est à l'époque où les parents d'Achille, le héros Achille, dans la guerre de Troie, veulent se marier. Toutes les déesses sont invitées, sauf une seule. Et c'était la déesse de la discorde. Alors elle s'invite dans le bal, elle jette une pomme sur laquelle est écrit « Pour la plus belle ». Et là, toutes les déesses se sont battues pour savoir laquelle serait la plus belle. Et c'est devenu une sacrée histoire, ça. C'est venu recouvrir toutes les histoires dans les contes, toutes les histoires dans les dessins animés, toutes les histoires qu'on a vues dans les séries télévisées, n'est-ce pas? Et c'est venu créer de la division. Et enlever un des pouvoirs, lequel? Un des pouvoirs qu'on a vu. Quand tu te divises par jalousie ou par envie par rapport à l'autre, tu ne peux plus garder la paix. Tu ne peux plus tisser les relations. Donc tu perds de ton pouvoir. N'est-ce pas? Donc, maintenant, des histoires comme ça, on en a plein. Toi aussi, tu en as plein. Tu vois? Et si tu veux, tout ça nous amène à un point crucial qui est aujourd'hui dans notre temps. D'accord? Il y a eu plein de dates comme ça, j'aurais à vous partager ça. La femme, les femmes, quand j'ai vu par exemple l'une de mes grandes tantes, la façon par exemple dont elle avait de faire des compromis et de négocier avec les hommes. C'était génial, parfait, sans blesser l'individu, elle arrivait à le convaincre. Pouvoir de négociation extraordinaire. Tu vois? Que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et je peux te dire que depuis l'âge de 4 ans, je suis mon propre père dans des négociations avec des chefs d'entreprise. Mais les meilleurs négociateurs que j'ai vus, c'était des femmes.
On va laisser la pub passer. Salut. Et ce tact-là, ce pouvoir-là de négocier, de faire des compromis, il permet quoi? Il permet qu'il n'y ait pas de conflit. Et que tout le monde puisse être satisfait dans une société. Mais si tout le monde est satisfait, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus rien vendre. On ne peut plus rien proposer aux gens. On ne peut pas faire de promesses à quelqu'un qui a déjà tout. Qui est déjà satisfait de sa vie. N'est-ce pas? Et là, j'ai compris l'influence qu'avait un type de discours que nous avons aujourd'hui, qui recouvre les médias et qui recouvre la plupart des conversations. C'est le discours qui victimise. Le discours qui fait de la femme une victime. Parce qu'une victime ne peut pas avoir de tact. Elle ne peut pas négocier. Et comme j'en parlais à ma femme, elle me disait, tu sais Farzad, ça t'enlève totalement le pouvoir et ça te met dans une position où on doit t'aider, où on doit t'assister. Tu vois? Et ça, si on commence à en prendre conscience aujourd'hui, ça devient très touchy, ça devient très sensible. Parce que on sait que plus de 70% des femmes sont des vendeuses, on sait que plus de 65% des femmes sont dans l'enseignement, on sait que plus de 6 millions d'emplois sont des femmes qui sont à proximité des gens, dans les maisons, pour les services à la personne, dans les hôpitaux, pour les aides-soignants, à proximité des gens et des malades. Et si le discours change, si le discours devient un discours de pouvoir aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quelque chose qui change. Alors, maintenant, est-ce que ça va pour vous? C'est pas trop lourd jusque-là? Ça va? C'est pour donner du contenu? C'est ok? Imagine que je suis en Iran. Je suis né en Iran. Et donc en Iran, tu sais comment ça se passe? Non. Je vais te dire. Je vais te dire. Ouais. Alors, ma mère vient d'une famille matriarcale. C'est-à-dire, c'est les femmes qui dirigent. Les terres, elles ont toutes les compétences et les savoir-faire. Et c'est elles qui transmettent les savoir-faire, sans lesquels la vie ne peut pas se faire. Tu vois? Et je ne le savais pas, ça. C'est 2 heures de conversation avec une femme exceptionnelle qui est une grande tante, une arrière-tante à moi, qui m'a donné le secret. Nous sommes un vendredi matin, en train de nous recueillir sur la tombe de son mari. Une tombe magnifique, sur laquelle il y avait un poème. Et il y a une partie du poème que je n'arrivais pas à lire. Et je lui dis, ma tante, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Elle me dit, je sais pas. Je sais pas lire. Je lui dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, il y a un temps, nous les femmes de la famille, nous avions les clés de ce jardin que tu vois là, dans lesquels il y a des pistaches, dans lesquels il y a les sources d'eau, dans lesquels il y a les grenades et les grenadiers, dans lesquels tout le monde est nourri, tout le monde est logé. Mais un beau jour, on nous a invités à aller dans les villes. Et les premiers qu'on a invités, parce qu'ils étaient plus robustes, parce qu'on pensait que on leur ferait pas de mal, c'était les hommes, c'était les garçons. Et c'est eux qui ont été éduqués à l'art du langage, de l'écriture, etc. Je dis, et alors? Elle me dit, alors à partir de là, tout a changé. Ils sont partis faire des diplômes qui ont été payés par les ressources que nous avions développées toute une vie durant. Ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés partout dans le monde, ils sont devenus ingénieurs, ils sont devenus pharmaciens, comme disait madame. J'ai fait 12 enfants, ils sont devenus pharmaciens, ils sont devenus médecins. Et ils ne sont pas revenus vers nous. Et ils se sont mis au-dessus de nous. Et on a commencé là à être dirigés. Ils ont vendu des parcelles de terre, ils ont vendu les sources d'eau. Et nous nous sommes retrouvés là, sans éducation, et sans que je puisse lire le poème qu'il y a sur sa tombe. Mais au fond, tout ça, je m'en fiche, elle m'a dit. Parce que moi, je l'aime.
même s'il m'a fait tout ça, même s'il y a eu toutes ces injustices, même si j'ai été battu, même s'il y a eu tout ça, et j'aurais des messages à faire passer aux jeunes filles de notre famille. Je lui dis, mais vas-y, parle-leur. Elle me dit, mais il n'y a plus le temps. Elles sont parties, elles aussi. Où sont-elles? Je lui dis, elles sont là, dans cette parole. Cette parole, elle est quasi biblique. Parce que tu racontes l'histoire d'un dépassement, d'une prise de conscience, d'un déclic qui est en train d'être partagé là aujourd'hui. Donc on en arrive là. Vous voyez l'ampleur du pouvoir que peut avoir la femme. Qui avait dit l'amour ici? Parmi vous, qui? Parlez. L'amour, ce pouvoir. En quoi c'est un pouvoir? Des discussions, des conversations que vous avez entre autres. Vas-y, parle. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi cet amour? C'est quoi ce pouvoir-là? Vas-y, parle. L'amour pour moi, Ouais. c'est avec mon mari. Mhm. Avoir 50-50 et non tout produit. Avoir le mot à dire. L'amour avec mes enfants et l'amour avec mes petits-enfants. Et des fois, pas besoin d'avoir un couple comme quand il y a la messe, les stress, elle sourit. Il y a certains, quand ils parlent à la messe, ils les autres sacs sur le banc et oui, des merdes en haut. Non, mais l'amour, c'est important. Mais il y a plusieurs façons d'aimer. Parce que dans l'amour pour son mari, pour ses enfants, pour son mari, pour les amis, pour tout le monde. Mais chacun en a un amour pour chacun de partager, mais différents d'amour. Vas-y, elle va parler. L'amour avec un grand A, pour moi, ça représente l'amour de moi-même avant. Ensuite, ça vient pour les autres. Bravo. Bravo. L'amour, c'est le pardon, comme tu dis. Il y a différentes déclinaisons. Mais il y a l'amour qu'on peut faire, le bien qu'on peut faire, qu'on peut se faire et qu'on est. Parce que nous sommes ça au fond. Et c'est un grand pouvoir. Et là-dedans, on arrive sur la dernière partie de tout ce qu'on est en train de faire là. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une opportunité unique de dépasser les clivages qu'il y a entre hommes et femmes. Tu sais, il y a un temps, on déconseillait aux femmes d'inviter l'homme à l'accouchement. N'est-ce pas? Putain, tu dois te dire comment je sais ça. J'ai étudié. J'ai écouté. Et j'ai accepté les regards des femmes. C'est un message aux hommes qui écoutent. On leur déconseillait aux hommes, aux femmes, de montrer aux hommes qu'elles sont en train d'allaiter, n'est-ce pas? Ah, parce qu'on disait, mais c'est sale, vous ne serez pas aimé, vous serez mal aimé. Et s'ils voient ça, vous serez rejeté. Tu vois? Et c'est vrai. Ça existe encore aujourd'hui? Ouais. Et quand ma femme a accouché, nous étions tous les deux, elle m'a dit, lis-moi un livre et chante-moi une chanson. Alors je lui ai lu un livre, celui dont elle a donné le nom de l'enfant, Nirvana. Et nous avons chanté ensemble. Et tout ce qui se produisait autour, c'était... Voilà, ça venait, ça passait, les gens venaient. Voilà, il n'y avait pas de traumatisme, parce qu'il y avait de l'amour. Et pourtant, quel traumatisme! Parce que homme après homme venait violer son intimité, et elle avec sa pudeur, c'était terrible. Mais nous étions là ensemble. Alors qu'il y a un temps, c'était pas ça. 19e siècle, fin des césariennes. Enfin, tel qu'on le concevait avant. Vous savez comment ça se passait? Les femmes, quand elles n'accouchaient pas par voie naturelle, ça devenait difficile et on risquait de perdre l'enfant. Et comme on avait une croyance selon laquelle si l'enfant meurt en accouchement, il irait en enfer s'il n'est pas baptisé, une loi avait été faite pour que la mère soit tuée pour le prix de l'enfant
pour que lui il soit baptisé après. Donc il y a eu plein de techniques de médecins qui sont venus pour arranger la chose parce que ça saignait beaucoup, du coup ils pensaient que c'était pas normal. Il y en a même pendant plusieurs dizaines d'années, ils enlevaient l'utérus. Tu vois? Donc on est arrivé à des prouesses technologiques aujourd'hui, mais l'idéologie, elle reste dans le fond. L'enfant est sauf et la mère est sauve. Ça vient de cette histoire. Tu vois? Et on ne le sait pas. C'est dans notre subconscient, c'est à l'arrière-plan. Ce qu'on a ici, c'est des souffrances que l'on ressent, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est des mémoires qui sont là depuis des milliers d'années. Donc fin de la césarienne, César qui ne vient pas de César, qui vient du mot latin qui veut dire coupure. Voilà, comme c'est pas venu, voilà, on doit couper, on doit la déchirer, quoi. Et j'en rigole, mais ça a été une aventure pour elle et pour moi, pour ma femme et moi. Mais si elle n'avait pas été là, à ce soleil couchant, 18h44, on pouvait voir les montagnes de Saint-Benoît au loin, à travers la fenêtre. Tout ça n'aurait pas été possible sans sa persévérance et sans sa prise de décision. Avec les médecins qui enchaînent « Madame, qu'est-ce que vous faites maintenant? On y va ou on n'y va pas? On doit avoir votre décision. » Je lui dis « Vas-y, on y va. » Elle me dit « Non, attends. Attends, avant de faire la césarienne. Peut-être qu'il va arriver. Peut-être qu'on peut lui laisser le temps de venir. Un moyen de venir. » Tu vois? Un autre médecin arrive, signer la décharge de responsabilité, qu'on amènera devant le procureur. Et peut-être même que si l'enfant naît, on vous l'enlèvera. Et que vous serez devant les tribunaux demain. Tu imagines, toi, être en train d'accoucher et tu as ce discours-là qui t'est proposé de peur pendant que toi tu es dans les douleurs de l'accouchement. Donc je suis sorti, j'ai essayé de parler avec les équipes, mais c'était très difficile. Jusqu'à ce qu'une femme arrive, la chef des médecins, la chef de tout le service, qui elle est arrivée avec beaucoup d'arguments. Si tu ne le fais pas, il deviendra handicapé. Si tu ne fais pas ci, ce sera ça. Et là, elle a dit, bon, allons-y. Et quand on a regardé ensuite les analyses, ce qui saute, on a vu qu'il était possible de prendre plus de temps. Qu'il était possible de faire autrement. Mais qu'il y avait derrière encore 50 autres accouchements. Il fallait libérer la place. Et que nous étions dans une logique de production. De production d'humains pour produire. Et non pas d'être et de vivre. C'est la raison pour laquelle le droit, l'histoire du droit de la femme est différent de l'être. Être, c'est un autre vécu que le droit. C'est pour ça que si on fait plein de chartes, elles ne seront pas respectées. À moins qu'on prenne conscience de quelque chose. Tu vois? Il y a 3 erreurs qu'on fait, les amis. Tous, hommes ou femmes. 3 erreurs. La première, c'est qu'on s'identifie à une personne. On croit qu'on est quelqu'un. Ben ouais, on dit ben je suis ça. La seconde, c'est que dès qu'on a cru qu'on est quelqu'un, on se dit je suis différent de l'autre. Il est homme, je suis femme, etc. Il est noir, blanc, on se divise. Et la troisième, c'est qu'on prend position. Et on crée des idéologies. Vous voyez comment c'est l'idéologie? Ça finit toujours par un isme. Capitalisme. Communisme. Féminisme. Il y a un isme à la fin. Et le problème de ces idéologies, c'est qu'elles ne nous servent pas en tant que telles dans la réalité. Ce qui nous sert, c'est le vécu qu'on a. Donc abandonner les idées, le monde des idées, abandonner tout ce à quoi on s'est attaché, accroché, c'est revenir à la paix. Et comme toi, tu es une gardienne de la paix, au fond de toi, tu sais ce que c'est. Et tu sais combien ça fait du bien. La troisième chose que j'ai identifiée pour accélérer ce pouvoir de la femme, c'est de prendre conscience que être bien, se faire du bien et faire le bien, ça commence par un concept tout simple que Madame a dit tout à l'heure et que beaucoup d'entre vous connaissent. Charité bien ordonnée commence. Il y a un temps, on n'aurait pas osé le dire comme ça dans une assemblée de femmes. C'était dangereux, hein. On vous aurait pris pour des sorcières.
Attention. Mais là, on peut le dire. Que pour pouvoir accoucher, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas? Pour pouvoir servir l'autre et faire du bien, il faut être soi-même en bonne santé. Et se nourrir soi-même. Spirituellement, psychiquement, au niveau physique, et se faire du bien. Et ça, c'est une condition nécessaire. C'est là que les plaisirs qui nous leurrent, c'est-à-dire notre propre ennemi, ce sont nos plaisirs, nos désirs. Par exemple, on désire faire quelque chose. Vous m'entendez là? C'est pas trop fort? Je parle en conséquence du vent. On désire par exemple acheter quelque chose et puis on va nous inviter à aller, par une publicité, à aller là ou là. Et on va perdre le fait de pouvoir faire le bien parce qu'on nous aura vendu le fait d'être bien avec quelque chose. Alors qu'être bien, ça ne te demande rien. Tu es juste là, comme tu es. Ouais, vas-y. Tu peux revenir. Ouais. Ouais, parce qu'elles vont aller danser là. On va vous regarder tout à l'heure. Alors. Il y a encore plein d'autres choses dont on peut parler. Comme par exemple l'image qu'on a. Cette image, comment est-ce qu'on la crée? Comment est-ce qu'on la développe? Qu'est-ce qui se passe quand cette image est blessée? Et au fond, on se rend compte qu'on a été là en train de protéger qu'une image. Et que nous étions oubliés. Et le discours qui dit, protège ton image, protège ton droit, protège ceci, protège cela, qui t'invite dans un sentiment de honte, de culpabilité, de tristesse, t'empêche d'être toi-même. Tu le sens au fond de toi, ça? Tu vois? Ça t'empêche d'être libre et de vivre tel que tu es. Donc, il y a une façon, peut-être, de voir les choses qui se situe au-delà des souffrances, qui n'est pas impliquée dedans. Et ça, j'aimerais vous inviter dans différents ateliers à venir le vivre et à venir le goûter. Parce que vous savez déjà le faire, mais parfois c'est oublié. N'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce pouvoir des femmes? Vous avez vu, on a exploré quand même toute une dimension qui n'était pas dite, qui n'était pas vue. Vous voyez? Quelqu'un voit quelque chose pour ouvrir le cercle de parole? C'est ok? C'est bon, très bien. Voilà. Alors, il y a plein d'histoires que vous avez. C'est embêtant le vent. Vaut mieux le vent que la pluie. Mais comme vous êtes là, comme on est solidaires, le vent ne nous fait pas peur. Est-ce que les histoires que vous avez aujourd'hui, vous seriez apte à les transformer, à les dire et à les exprimer d'une autre façon et à les vivre autrement? Il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots. Exactement, trouver les mots. Et ces mots, lors de la première conférence qu'on avait eue ensemble, on les avait explorés un peu. Tu t'en souviens? Et ce qui s'est passé avec ces mots-là, c'est que on s'est rendu compte que pendant des années durant, parfois on ne les a pas dites, ces mots-là. Ces mots MAUX, ces douleurs, ces souffrances, ce qu'il y avait là. Tu vois? Et derrière tout ce qu'on fait, tu sais, les danses, derrière tout ce qu'on imagine, derrière toutes nos amusements et nos divertissements, il y a ces mots-là, mais qu'on n'ose pas exprimer. C'est caché. C'est caché, exactement. Il faut une grande dévotion, un grand dévouement pour aller les chercher, ces mots-là. D'accord? Cacher la souffrance. Voilà, cacher la souffrance. Pourquoi? Parce que ça porterait honte à la famille. Ça ferait mal à l'image d'un tel. Parce que je serais mal vu. Je serais rejeté. Il y aurait des représailles, etc. Et aujourd'hui, on te dit, va en parler à la police. Mais comment tu vas en parler à la police? C'est déjà, t'en as pas parlé à toi-même. C'est déjà, t'en as pas parlé à ta sœur qui est à côté de toi. Comment on fait?
il faut commencer à te l'avouer déjà. Que dans l'entreprise ou dans l'institution dans laquelle tu travaillais, les choses se passaient mal, ce n'était pas dans l'ordre de ton éthique. Ce n'était pas dans l'ordre de toi, ce que tu ressens en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur. Et tu as dit, je pars. Je tire le rideau. J'arrête de continuer juste par simple devoir. C'est pas dans l'ordre éthique où je suis. Je le refuse. Combien de fois tu l'as dit ça? Je refuse. Ou alors, je suis pas d'accord. Ça, c'était le thème des discussions les 2 premières années de vie avec ma femme. De lui dire, quand est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi tu es d'accord avec tout? Faut bien à un moment donné que tu ne sois pas d'accord. C'est pas normal. Elle me dit, mais j'ai jamais vu ma mère faire ça. Et là, je vais te parler de ma belle-mère. Elle s'appelle Brigitte. Et on m'a interdit d'en parler. Tellement c'est chaud. On m'a dit, Farzad, surtout ne parle pas d'elle, surtout ne parle pas de ça. Elle était tellement cachée que les premières fois où je parlais avec la femme de ma vie, elle m'avait jamais parlé de sa mère. Elle m'avait jamais parlé de son vécu. Et un soir, alors que j'étais à l'île Maurice, Brigitte vient me voir. Psst. Viens, j'ai quelque chose à te raconter. Je dis, quoi, Brigitte? Elle me dit, j'ai mal au genou. Je lui dis, ah bon? Et elle commence à me raconter son mal de genou. Je vais voir son mari, je lui dis, elle a mal au genou. Ah, elle raconte toujours ça. Tu reconnais? Un an après, elle était dans la salle de chirurgie. Les 2 genoux à être opérés l'un après l'autre. J'en ai parlé à sa fille aussi. Elle m'a dit, oui, mais elle se plaint tout le temps. Je dis, mais peut-être qu'elle a besoin d'être écoutée. Alors un soir, j'ai dit, viens Brigitte. J'ai fait pareil qu'elle. Hey, psst, psst. Elle me dit quoi? J'ai dit, je veux te parler. On s'assoit, je me mets sur le lit et elle s'assoit sur la chaise comme elle fait d'habitude. Elle a de très très longs et beaux cheveux. Et le soir, quand vient le soir, qu'elle a fini le travail de la maison, un travail harassant, dur, du genre, tu vois, que quand j'étais allé sur la montagne pour faire une randonnée, j'ai vu cette femme brosser mes chaussures avec une brosse à dents, qui était comme propre, comme neuf. Et là, le soir, le seul moment qu'elle se permettait, c'est de s'asseoir comme ça et de brosser ses cheveux. Et pendant qu'elle brossait ses cheveux, je lui ai parlé et je l'ai écoutée. Elle m'a raconté l'histoire de sa famille. Elle m'a raconté comment, à La Réunion, parce qu'elle est réunionnaise, mariée à un Mauricien, ça se passait dans la famille. Et les rejets, les regrets. 1 heure, 2 heures, 3 heures se sont écoulées. Beaucoup de choses à dire. Et il n'y avait pas que des plaintes. Mais le problème, c'est que la première chose qui te vient à l'idée, c'est la plainte. C'est la chose la plus urgente. Tu vois? Donc, combien de fois est-ce qu'on s'est écoutés les uns les autres? Et là, on voit que c'est les vrais qui sont restés. Les gens qui vont dans le cœur du sujet. Et ensemble, on est là. Au cœur du problème. Combien de fois est-ce qu'on s'est posé pour se parler vrai? D'homme à homme, de femme à femme, d'homme à femme. De mère à fils. De sœur à sœur. On n'ose pas, les 2 en même temps. On n'ose pas. Tu vois? Et peut-être qu'il est temps d'oser maintenant. Peut-être que la femme en face de la personne en face de vous n'écoute pas aussi. Il n'écoute pas où? Et peut-être que si. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. Donc peut-être que derrière, surtout, il y a cet amour dont tu parlais, avec un grand A. Qu'on n'a pas osé. Et que maintenant on peut oser. Alors il y a des événements comme ça. Dans ces événements, il y a du divertissement, on danse, on chante, on boit, on mange. Et après, on retourne à nos quotidiens et on connaît les problèmes qu'il y a dans nos quotidiens. Il y a l'homme qui a bu, qui roule sous la table tellement il a bu. Il y a les problèmes financiers, problèmes d'argent. Il y a les humiliations. Il y a les enfants, il y a toutes les tracasseries comme ça. Voilà. Et si on n'en parle pas avec un cœur sincère, personne n'en parlera. D'accord? Et on se demandera où est l'amour. Donc je vais vous le chanter, où est l'amour. Et puis on pourra se retrouver après cette chanson, pour celles qui le veulent.
vous pourrez déposer votre témoignage sur ce que vous avez vécu là et sur comment vous voyez les choses auprès de notre ami Abdoul qui est là et qui filme, qui est le caméraman. D'accord? Donc osez parler pour celles qui sont restées et pour ceux qui sont restés aussi. Prendre la parole, il enregistrera. C'est d'accord? Si vous en sentez capable. Et je vais me mettre à côté de madame. Et je vais chanter et je vais chanter ensemble. Tiens. Je me mets là. C'est bon? Oh l'amour, où es-tu dans ton cœur? Que vois-tu? Oh l'amour, où es-tu dans ton cœur? Que vois-tu? Nous avons tout désiré sauf toi, jusqu'à ce que tu nous glisses entre les doigts. Oh l'amour, où es-tu maintenant? Oh l'amour, que fais-tu maintenant? S'il n'y avait que ce que tu désirais, il n'y aurait plus rien ici qui fonctionnerait. Oh l'amour, où es-tu? Tu es là dans le cœur. Oh l'amour, où es-tu? Tu es là, tu demeures. Nous avons bien trop longtemps rempli ce cœur d'injustice, de rejet, de regrets et de peur. Maintenant que l'on sait que tu es là dans nos cœurs, maintenant qu'on sait tous conscients qu'on n'en veut plus de tout ça, on t'invoque, oh l'amour, avec un cœur ivre de bonheur, pour vivre avec toi. Combien de fois avons-nous été battus? Combien de fois avons-nous été déçus? Mais l'amour nous enseigne qu'il n'y a rien d'important sous ton règne. Tout passe, tout passe, tout passe, tout est là maintenant. Il n'y a plus rien à garder, rien à conserver, rien à accumuler. Tout est là, ici et maintenant. Tout est là, ici et maintenant. Nous ne voulons rien, nous ne souhaitons rien du tout. Sinon un cœur vide, vide, vide pour accueillir l'amour. Et si tu doutes que l'amour est là pour toujours, sache, oh l'ami, que toi aussi tu es l'amour. Même si on t'a donné un nom, un titre, une position, il n'empêche que t'es l'amour, le soleil et son rayon. Celui qui ne veut rien ne peut pas être déçu. Et celui qui veut toujours sera toujours déçu. Alors, oh l'amour, retiens bien cette leçon. Si tu protèges quelqu'un, un bien ou une possession, si tu divises pour toi ce que libre nous partageons, alors sache, oh l'ami, que tu es dans une grande illusion. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. À vous? Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant.
car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Vas-y, passe. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Fais la passe. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Ouais. Car il n'y a ouais. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Si tu divises pour toi ce que nous échangions, car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Que l'amour maintenant. Car il n'y a rien d'autre que l'amour maintenant. Vous voulez? Mesdames et messieurs, merci à vous qui êtes là. Vous vous applaudissez vous-même. Et vous êtes libre de témoigner, de parler face caméra, maintenant, avec cet esprit d'amour. Je vous dis à tout à l'heure. C'est pas facile de parler face caméra. Hein? Non. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est possible. Et tant que c'est possible, tu le peux. Fini.